Cérémonie d'inauguration de 2 infrastructures à caractère social à Zomnongo-Mossi, village de la commune de Boulsa, dans la province du San-Matenga. C'est un don d'un ressortissant de la localité, on en parle. Et puis en Tunisie, le Parlement a refusé sa confiance au gouvernement dirigé par Habib Djemli, proposé par le parti Ennahda. Selon la Constitution, c'est désormais le président de la République qui, après consultation, va devoir désigner un nouveau Premier ministre. Détail dans cette édition. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2020. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette cérémonie de don. Le ministre de la Décentralisation et de la Cohésion sociale a patronné ce samedi 11 janvier la cérémonie d'inauguration de 2 infrastructures à caractère social à Zomnongo-Mossi, village de la commune de Boulsa dans la province du San-Matenga. Des infrastructures composées d'un collège d'enseignement général et d'un centre de santé et de promotion sociale entièrement équipés, financés par El Hadj Zinaba Suleiman, fils du dit village. Sanata Serré pour les détails. Jour de joie pour les habitants de Zomnongo-Mossi, localité située à quelques kilomètres de Boulsa, dans le San-Matenga. Ce 11 janvier, la population est sortie massivement pour être témoin de cette cérémonie d'inauguration des 2 infrastructures flambant neuves. Un collège d'enseignement général et un centre de santé et de promotion sociale entièrement équipés et financés par El Hadj Suleiman Zinaba, fils de la localité. Une manière pour le donateur d'apporter sa contribution au renforcement de l'offre en matière de santé et d'éducation, secteur clé du développement. Il y a un grand problème ici qu'on peut voir au niveau de la santé et encore de l'éducation, comme vous avez dit. C'est pourquoi nous aussi nous avons décidé de demander au ministre de nous aider. On a pu faire tous les documents, nous ont accompagnés. Bon, on les a obtenus, on a investi ça pour au moins quand même accompagner le président du Paso. Sachant qu'il y a un pays, ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit être là pour tout faire, parce que le gouvernement est là pour nous tous. Nous aussi nous devons être là pour être là pour le gouvernement. C'est pourquoi nous devons les accompagner. Un geste patriotique salué par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, patron de la présente cérémonie d'inauguration. Une tribune pour lui d'inviter les fils et filles du pays à suivre les pas de ce généreux donateur. Alors je voudrais au nom du gouvernement ici le féliciter, le remercier donc pour cette générosité et cette pensée heureuse donc pour les populations donc qui en ont besoin. Mais également inviter tous les Burkinabés, de ceux qui le peuvent, chacun, donc selon sa possibilité, de faire en sorte que là où aussi on est né, on puisse soulager la population. On peut ne pas faire un CSPS, on peut ne pas faire donc un CG, mais on peut faire quelque chose pour aider. L'essentiel est d'avoir donc cette idée, et cette pensée pieuse et cette pensée donc généreuse. Le CSPS de Zomnongo-Mossi est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique et de 3 logements pour le personnel de santé de type F3. Ce joyau vient porter à 16 le nombre de formations sanitaires dans la commune de Boulsa. Quant au CG, il est composé de 4 salles de classe équipées de tables-bancs et une administration. Le tout alimenté en électricité par des plaques solaires. Renforcer les capacités des cadres des ministères du Burkina Faso en matière de suivi et évaluation des politiques publiques. C'est l'objet d'un atelier qui s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou. Initié par le réseau burkinabé de suivi et d'évaluation, cet atelier formera pendant 2 semaines 80 cadres. Aïna Tchamtoré. Ils sont environ 80 cadres des directions générales des études et des statistiques sectorielles des différents ministères à prendre part à cette formation organisée par le réseau burkinabé de suivi et d'évaluation Rébuse. Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations d'une étude sur les capacités évaluatives menée par le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec l'UNICEF et le Rébuse. Pour le secrétaire général du Rébuse, cette formation vient à point nommé. De mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour institutionnaliser la pratique de l'évaluation. Donc, pour ce faire,
Il faut des cadres bien formés au niveau du suivi et évaluation pour pouvoir justement évaluer les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans notre pays. Vous savez, l'évaluation est un pan essentiel de la réussite de la mise en œuvre des différentes politiques. Donc si on a des cadres qui sont très bien formés, on aura comme impact des politiques publiques et des projets qui sont très bien suivis et donc qui auront des résultats pour le bonheur de nos populations. Pour Souleymane Doussa, cette formation est une occasion de partage d'expériences avec les participants au grand bonheur de l'administration publique en général. Comme contenu, nous allons dans un premier temps revenir sur les concepts clés de cette gestion axée sur les résultats et avant donc d'entamer le cœur de la formation qui est le suivi-évaluation. Comment se déroule le suivi-évaluation? Sur quels éléments nous nous appuyons pour faire du suivi-évaluation? Quelle est la finalité du suivi-évaluation? Et l'évaluation, c'est véritablement très important dans la réussite donc des politiques publiques. C'est l'occasion donc de partager donc les différentes expériences avec les participants. Le Rébuse est une association qui vise à créer un cadre institutionnel de réflexion et de créativité en suivi et évaluation, ce qui permet d'influencer les politiques, les programmes et les acteurs de développement. À terme, il s'agit de promouvoir le leadership intellectuel, toujours dans le domaine du suivi et de l'évaluation. Le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale tient depuis ce matin un atelier de renforcement de capacité à l'intention des conseillers techniques des gouverneurs de région. Cet atelier vise à outiller tous les intervenants de la mise en œuvre du PN2ES à une bonne compréhension des concepts des outils en matière de protection sociale. Serge Bado. La protection sociale est un ensemble d'interventions publiques qui aident les ménages et les individus à réduire leur vulnérabilité et faire de ces personnes des acteurs économiques du développement. Et pour permettre aux acteurs œuvrant dans ce domaine de renforcer leurs capacités, cet atelier a été initié dans le but d'améliorer la contribution des conseillers techniques à l'implantation d'un système de protection sociale à même d'adresser de manière pertinente et durable la question de la pauvreté et de la vulnérabilité. Pour nous, ces sessions de renforcement des capacités nous permettent d'amener les uns et les autres vers la même direction. Nous savons que depuis la fin de l'année 2019, nous avons initié une série où nous avons formé les gouverneurs de région, les secrétaires généraux des régions. Et pour nous, les conseils techniques constituent un des maillons essentiels de ces collectivités territoriales-là, parce que ce sont ces techniciens-là qui en réalité font la synthèse et les études d'un certain nombre de dossiers en lien avec la commune. Donc pour nous, les outils en matière de protection sociale constituent en tout cas une mission essentielle. La politique de protection sociale mise en œuvre depuis 2012 par le gouvernement vise à contribuer au changement qualitatif des conditions de vie de toutes les couches sociales par le développement de mécanismes adéquats. 8 ans après, des actions ont été menées selon Moussa Zorom. Nous avons travaillé à mettre en place les outils d'opérationnalisation de cette politique nationale de protection sociale. Parce que la politique est là, oui c'est vrai, mais il faut un certain nombre d'outils pour l'opérationnaliser. Dans la méthodologie consensuelle du ciblage des ménages vulnérables, parce que pour nous, à terme, il faut disposer d'un registre unique des ménages vulnérables au Burkina Faso. Nous avons également un certain nombre d'outils, dont le programme national de réponse, qui montre en tout cas la voie aux différents acteurs. Quelles sont les différentes interventions qu'il faut en tout cas mettre ensemble de façon intégrée pour faire sortir les ménages vulnérables de leur situation. 2 jours durant, les participants se pencheront sur le thème « Renforcer les capacités des conseillers techniques des gouverneurs des régions afin d'améliorer leur contribution à l'implantation des systèmes de protection sociale au Burkina ». Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux tient un atelier de validation du manuel de contrôle des établissements pénitentiaires du Burkina Faso. Un document qui devra permettre aux acteurs d'être plus opérationnels sur le terrain. La cérémonie d'ouverture du cadre d'échange a eu lieu ce lundi 13 janvier à Ouagadougou. Le reportage est d'Elodie Poda et porte la voix de Serge Bado.
L'inspection technique des établissements pénitentiaires a conçu en 2014 un manuel de contrôle des 10 établissements. Avant l'application de ce manuel, les acteurs se sont réunis en vue de sa validation. Un document qui devra permettre d'uniformiser les pratiques au niveau des établissements pénitentiaires. Pour le premier responsable du ministère de la Justice, l'application de ce manuel sera immédiate dès sa validation. Il s'agit pour cet atelier de valider un manuel de référence pour le contrôle, c'est quand l'inspection va sur le terrain, il faut que dans toutes les maisons d'arrêt de correction et dans tous les centres pénitentiaires, il y ait les mêmes méthodes de contrôle, de vérification. Et donc c'est tout l'important de cet atelier-là. Il y a eu un travail qui a été fait d'abord sur le terrain pour avoir les avis des uns des autres. Si c'est validé, l'inspection va s'en servir dorénavant. Ça veut dire que lorsque les inspecteurs techniques iront sur le terrain pour les contrôles, ils auront des principes de contrôle. Ce qui est important, c'est que ça permet aussi aux responsables de l'administration pénitentiaire de savoir déjà quels sont les éléments qui vont être pris en compte pour les contrôles. Pour un bon fonctionnement des établissements pénitentiaires, des contrôles sont effectués chaque année pour revoir certaines pratiques. Des contrôles qui se sont soldés par des recommandations dont la mise en œuvre est jugée satisfaisante. Tous les ans, nous programmons au minimum 5 contrôles des maisons d'arrêt et de correction et aussi 5 suivis des recommandations. Vous savez que lorsqu'il y a un contrôle ou ce qu'on appelle un audit, à l'issue, nous faisons des recommandations. Et par la suite, 2 ou 3 ans après, nous repartons dans les mêmes maisons d'arrêt pour voir quelles sont les recommandations qui ont été mises en œuvre et celles qui n'ont pas été mises en œuvre. Alors la plupart du temps, il y a des recommandations qui sont adressées aux acteurs même des prisons et des recommandations adressées au gouvernement. Chaque partie essaie de mettre en œuvre, mais il faut dire qu'à ce jour, la mise en œuvre de ces recommandations est satisfaisante puisqu'elle est au-dessus de 50%. 3 jours durant, les participants analyseront la pertinence des points de contrôle et identifieront également d'autres points pour une meilleure efficacité de l'inspection technique des services. René Bagoro les a invités à s'impliquer davantage aux travaux en vue d'enrichir au mieux ce manuel de contrôle des établissements pénitentiaires. Le premier responsable de l'Office national de la sécurité routière a effectué les 8, 9 et 10 janvier une tournée sur les sites de contrôle des véhicules gros porteurs. Cette série de visites s'inscrit dans le cadre de sa première sortie officielle après son installation. Elle a surtout permis à cette délégation de toucher du doigt les réalités du terrain. Bénédicte Sankara. C'est ainsi que se fait le pesage de camions poids lourds et la vérification des documents afin de s'assurer du respect des normes. Avec à sa tête le directeur général, une équipe de l'Office national de la sécurité routière ONASER a effectué une visite sur le site des postes de contrôle. Ainsi, de Bobo Dioulasso à Ouessa, en passant par Faramana, Nyangologo et Koloko, l'équipe dit être venue s'imprégner des réalités du terrain et prodiguer des conseils aux agents de contrôle sur place pour l'amélioration des prestations. Il était bon que nous passions les encourager pour plusieurs raisons. D'abord, au regard du contexte sécuritaire qui est assez stressant, les encourager parce que sur le plan psychologique, cela n'est pas facile, et aussi les appeler à plus de vigilance et à plus de discipline dans leur manière de faire. Tout simplement intégrer ces éléments nouveaux-là dans le comportement individuel et le comportement du groupe tout court. Le troisième aspect, c'est véritablement les faire part de nos ambitions pour 2020 et de les y appeler par l'ardeur au travail. Les difficultés sont pour la plupart liées au dispositif de fonctionnement et au manque de matériel. Nous avons vraiment des difficultés énormes qu'on a pu soumettre au premier responsable de notre structure pour que vraiment des mesures soient prises, pour qu'on puisse être vraiment au top au niveau de Koloko en matière de PSE. Nous sommes souvent soumis à des petites difficultés avec les transporteurs et les commerçants qui créent vraiment beaucoup de désagréments à notre niveau. Et nous lui disons merci
Parce que bon, c'est rare qu'un chef se déplace pour aller constater souvent sur le terrain ce que ces éléments font. Donc nous lui disons merci et on trouve que c'est une très très bonne chose. Et bon, il a vu sur le terrain, constaté de visu nos difficultés. Donc on pense que vu tout cela, nos cris de cœur seront exaucés et bon, ça va aller. Un rappel, les stations de pesage à basse vitesse et les postes mobiles de pesage assurent le contrôle de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises et celui de grand gabarit. Les différents contrôles sont assurés par les forces de défense et de sécurité. La coalition des réseaux et associations burkinabais de lutte contre le VIH-Sida et de la promotion de la santé a présenté ce vendredi ses vœux de nouvel an au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Occasion pour ces acteurs communautaires de faire le bilan de la lutte menée au cours de cette année écoulée et de dégager de nouvelles perspectives pour cette année 2020. Sanata Seré. Plus de 2000 personnes ont été nouvellement infectées par le VIH-Sida au Burkina Faso, avec une baisse de la séroprévalence de 0,7% selon les statistiques du secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST. Des résultats qui ont été le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs du monde communautaire et qui ont été salués au cours de cette cérémonie de présentation de vœux de la dite structure au secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Selon le président de la CORAB, ces chiffres doivent interpeller les acteurs à redoubler d'efforts dans la lutte contre ce fléau. Il y a un problème. Si on baisse les bras, ça risque d'être remonté. Il faut travailler. Avec l'objectif du président de Faso, c'est d'éliminer le VIH d'ici 2030. L'objectif fixé par le secrétariat permanent, nous allons les accompagner pour que d'ici 2030 là, qu'on ne parle plus de VIH au Burkina Faso, qu'on parle d'autres choses mais pas de VIH au Burkina Faso. Et au secrétaire permanent du CNLS-IST d'encourager ces acteurs du monde communautaire pour leurs efforts dans la lutte contre le VIH. Pour cette année 2020, le CNLS-IST entend développer de nouveaux outils pour faire baisser davantage le taux de prévalence. Et c'est dans ce sens que l'élaboration du nouveau cadre stratégique de lutte contre le VIH est l'un des défis majeurs. Et ce que nous allons faire ensemble en 2020 est immense. Immense parce que 2020 correspond à la fin du cadre stratégique de lutte contre le VIH-Sida qui est en cours. Donc il faut rapidement élaborer un autre cadre stratégique qui va courir de 2021 à 2025. Il nous faut développer des outils pour pouvoir faire en sorte que la prévalence de la maladie là, ou l'incidence baisse substantiellement dans ces groupes-là pour espérer avoir des retombées plus énormes en termes de baisse de l'incidence de façon globale. Donc cela va demander beaucoup d'implications de la part des communautés. Il en est de même de l'autre volet qui est que nous devons faire en sorte que celui qui n'a pas le VIH reste sans VIH. 1000 associations ont été financées au cours de l'année 2019 selon le responsable du département en charge des ONG au CNLS-IST. Pour cette année, il s'agira d'accroître le nombre des associations qui bénéficient des financements, multiplier les actions de prise en charge et assurer la disponibilité des antirétroviraux au profit des personnes malades du VIH. L'association Managrenoma pour le développement est désormais baptisée l'association Teltaba Naftaba. Elle a lancé ses activités ce 11 janvier à Ouagadougou en présence d'éminentes personnalités. Cette cérémonie se veut le début d'un engagement à caractère national pour la cause des jeunes, des femmes, mais aussi de toute personne vulnérable. Nadine Zongo. Une joie exprimée par des pas de danse des femmes de l'association Teltaba Naftaba, ex-Managrenoma pour le développement. Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère pour cette structure. La dite association n'agira plus seulement dans les villages. Ses actions s'étalent désormais sur l'ensemble du territoire. Cela fait 10 ans que l'association existe. À l'origine, c'était l'association Managrenoma pour le développement. Et nos actions se limitaient aux villages reculés. En 2019, nous l'avons rebaptisé Teltaba Naftaba pour dire que nous allons agir dans tout le pays maintenant. Nous appelons tous ceux qui veulent travailler avec nous à nous rejoindre. Nous allons nous entraider pour nous-mêmes, notre développement et pour notre pays.
Nous prions pour que la paix revienne au Burkina Faso. C'est ça la clé. Dans notre association, nous les femmes, nous menons plusieurs activités rémunératrices. Nous fabriquons et vendons du soumbala et du savon. Nous apprenons à tisser et bien d'autres choses. Mais avec cette situation, ça devient compliqué. Nous produisons, mais on ne fait plus le même chiffre d'affaires. Le marché est limité. Mais ce qui est sûr, nous, on va travailler et Dieu pourvoira. La désormais association Teltaba Naftaba compte centraliser ses efforts sur la sensibilisation des populations aux valeurs humaines et à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour ce faire, elle s'est comptée sur le Lalé Naba Tigré qui œuvre déjà dans ce sens. Cette association œuvre dans le même domaine que la mienne. Elle intervient dans les activités agro-silvopastorales. Elle aide les jeunes, les femmes et les plus démunis à se réaliser. Je le fais depuis 17 ans avec mon association. Je n'ai donc pas hésité à les aider. Et je suis sûr qu'ensemble, nous allons réaliser de grandes actions. L'association Manrenoma pour le développement existe depuis 2000. Devenue association Teltaba Naftaba en 2019, elle compte plus de 50 000 membres avec des représentations dans plusieurs villes et villages. Elle a à son actif des établissements, des centres sanitaires, des forages et des mosquées construits pour des populations vulnérables. À cette cérémonie, les femmes les plus battantes de l'association ont reçu chacune une moto pour la bonne marche de leurs activités. L'église Famille de Dieu s'est agrandie. Une nouvelle paroisse vient de voir le jour, située à la sortie sud de Ouagadougou. La paroisse de Sabtoana est un transfuge de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue, placée sous la protection de la Sainte Faucine. C'est le cardinal Philippe Ouedraogo qui a donné la messe inaugurale. Serge Bado. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est sur la base de ce commandement de Jésus-Christ que l'Église catholique étend ses limites. La paroisse de Sabtoana vient ainsi porter à 34 le nombre de paroisses à Ouagadougou. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, la paroisse doit se rapprocher des fidèles afin de jouer le rôle qui lui est assigné, à savoir enseigner le peuple de Dieu. Fonder une paroisse, c'est se rapprocher du peuple de Dieu et se rapprocher même des non-chrétiens. Et en outre, il y a une dimension missionnaire qui motive la fondation des paroisses. C'est pour donner Jésus à tout le monde, pour permettre aux chrétiens de vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité et d'être de véritables témoins, d'authentiques témoins de Jésus dans le quotidien de la vie. Donc c'est un signe d'espérance pour l'Église et aussi pour le pays. Une nouvelle paroisse qui devra faire face à d'énormes difficultés. Et pour le curé, l'abbé Jean-Baptiste Bouddha, la grâce de Dieu est toute suffisante et avec la contribution de tous les fidèles, les défis seront relevés. Je crois que les chrétiens et tous les diocèses, ils sont déterminés à aider chacun dans la mesure de ses capacités, à ce qu'on puisse avoir des salles de réunion, des salles de catéchèse, des bureaux, un presbytère. Tout cela, c'est nécessaire, indispensable. Et ce n'est pas tout de suite qu'on aura tout cela, mais aussi confiant que dans les années à venir, on pourra avoir cette structure-là. C'est avec joie que les fidèles chrétiens de Sabtoana ont accueilli cette paroisse. C'est immense parce que nous avons la chance que les fils et filles de la nouvelle paroisse se retrouvent. Et aussi la joie d'avoir les paroisseurs, nos chers, nos fidèles des autres paroisses venir pour nous soutenir. La joie d'avoir aussi les autres communautés religieuses venir pour nous soutenir. Donc c'est une joie immense pour nous. La situation sécuritaire au Burkina a été portée en prière par les fidèles catholiques. Une chaîne de prière a été initiée afin que le shalom de Dieu soit dans les cœurs, sur le pays et également les pays voisins. Ailleurs sur le continent, le général de division Salifou Modi est désormais le chef d'état-major des armées du Niger. Il a été nommé lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu juste avant le départ du président nigérien Mamadou Issoufou pour le sommet de Pau. Salifou Modi remplace ainsi le général Ahmed Mohamed, limogé au lendemain de l'attaque du camp de Chiné-Godar, une attaque qui a fait 89 morts dans les rangs de l'armée nigérienne selon le dernier bilan.
Et puis, en Tunisie, le Parlement a refusé sa confiance au gouvernement dirigé par Habib Djemli, proposé par le parti Ennahda. Selon la Constitution, c'est désormais le président de la République qui, après consultation, va devoir désigner un nouveau Premier ministre. Très vite après le vote de rejet, des députés, des responsables politiques emmenés par Nabil Karoui ont annoncé avoir créé un front parlementaire susceptible de gouverner. Le récit de Yannick Gadengar. Battu par Kais Saïed au second tour de la présidentielle, Nabil Karoui est revenu sur les devants de la scène pour se poser en alternative à Ennahda. Face au parti d'inspiration islamiste dont le candidat n'est pas parvenu à convaincre l'Assemblée, le patron de Kalb Tounes, toujours poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment, entend peser dans les consultations. Après les Ennahda, son parti, deuxième au Parlement avec 38 députés, tente de fédérer les déçus du gouvernement Djemli. Affirmant avoir une totale confiance en la personne du président de la République, l'homme de médias s'est même ces derniers jours réconcilié avec l'actuel chef du gouvernement, Youssef Chadet, dont le parti pèse 14 sièges à l'Assemblée. La coalition présentée dans la foulée du vote de rejet recueillerait entre 90 et 100 députés quand la majorité est fixée à 109. Une alliance ouverte à tous selon les protagonistes qui espèrent se voir confier le prochain gouvernement par le chef de l'État. Sans parti, indépendant, revendiqué et critique du système parlementaire, Kais Saïed a désormais la main pour désigner un homme capable de recueillir avant mi-mars le vote de confiance. La prochaine équipe gouvernementale, qu'on appelle déjà le gouvernement du président, pourrait donc être issue d'une base politique existante ou, à l'image du chef de l'État, venir de cercles éloignés. Dans tous les cas, si les députés lui refusent leur confiance, ils pourraient perdre leur siège car le locataire de Carthage sera en droit de dissoudre le Parlement. Une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position. Le magazine des sports, c'est tout à l'heure à 20h35 avec Assami Tiamtori. Bonsoir.